Bonjour YouTube, comment ça va? Ça fait quelques jours que j'ai reçu, vous savez, ce nouveau MacBook Air M2 qui vient de sortir, qui embarque un tout nouveau design avec plein de coloris très sympathiques, dont celui-ci, le minuit, avec ce nouvel écran, cette petite encoche, le port MagSafe, la nouvelle puce M2 bien entendu, mais surtout un prix un peu élevé, 1499 € minimum pour acquérir ce nouveau MacBook Air. Apple aurait pu se contenter de laisser ce MacBook Air en entrée de gamme à 1499 €, mais non, ils ont décidé de laisser celui-ci au catalogue, le MacBook Air M1, sorti fin 2020 quant à lui, qui va pour le coup commencer au prix de 1199 €, avec un processeur un peu moins puissant que le M1 classique, mais un MacBook Air qui est quand même vachement intéressant, puisqu'il est très fin, il est très léger, il est très performant, il est quand même vachement puissant, et c'est un MacBook Air qui, oui, on va pas se le cacher, vaut 300 € de moins que celui-ci. Alors est-ce que les 300 € d'écart sont justifiés? Est-ce qu'il vaut mieux prendre un MacBook Air M1 qui fera largement le job, ou le M2 vaut beaucoup plus le coup? Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Premier point donc, le design. Apple propose donc ici deux designs un peu différents, pour ne pas dire complètement différentes. On a d'un côté le MacBook Air que l'on connaissait donc depuis fin 2020 et qui même en soi le design depuis fin 2018, un MacBook Air donc qui est en goutte d'eau, c'est-à-dire qu'en largeur, un côté est plus grand que l'autre. Il est disponible dans trois coloris, argent, gris sidéral et or. L'écran est un peu bombé, ça reste de l'aluminium 100% recyclé, donc c'est un matériau très durable et surtout très joli. Et à côté donc le MacBook Air nouvelle génération qui lui propose un design totalement de la même hauteur de partout, un design dont l'écran sera plat, et disponible dans d'autres coloris. On a les classiques gris sidéral et argent, mais également lumière stellaire, qui est un gold un peu moins prononcé que celui par exemple que l'on a avec le M1, mais également ce coloris, le coloris minuit, qui est magnifique, qui est très sombre pour le coup. Par contre, il prend vraiment rapidement les traces de doigts, donc si vous êtes anti-traces de doigts, n'achetez surtout pas le coloris minuit parce que vous ne pourrez pas faire sans. Moi je fais très attention et j'en ai tout le temps, donc c'est pas très agréable à voir à l'œil nu parce que son Mac du coup, il fait tout sale. On pourrait croire justement que le MacBook Air M1 est plus fin que le MacBook Air M2, mais non, que nenni, c'est pas du tout ça. Le MacBook Air M2 est plus fin, mais également plus léger. 1,29 kg pour le M1, 1,24 kg pour le M2. Et côté épaisseur, c'est pareil, parce qu'il y a 1,61 cm au point le plus haut du MacBook Air M1 contre 1,13 cm pour le MacBook Air M2. Et c'est du côté des connectiques où également on va avoir des petites différences, puisque certes on a toujours ce petit port mini jack qui est disponible et c'est très appréciable, en plus de deux ports Thunderbolt 3 sous la forme USB-C compatible USB 4, sauf que le MacBook Air M2 va disposer d'un autre port qui est un port MagSafe. C'est un port propriétaire d'Apple qui permet de recharger le Mac avec un petit aimant. C'est très pratique pour plusieurs raisons. Premièrement parce que justement ça permet d'éviter, si on se prend les pieds dans le tapis avec le câble, de faire valdinguer le Mac avec nous. Le câble en plus de ça est quand même très joli, il est tressé, il est de la couleur du Mac en lui-même, Mac minuit, coloris du câble en minuit. Simplement ça reste un câble propriétaire, donc si par exemple on part en voyage, et bien on va avoir d'un côté un câble MagSafe pour son Mac, un câble d'Apple Watch pour son Apple Watch, un câble Lightning pour son iPhone. Si on est mauvaise langue, un câble USB-C pour son iPad, ça fait beaucoup de câbles pour que des produits Apple en soi. Alors que finalement on n'aurait que l'USB-C, ce serait peut-être plus pratique. Par contre il y a deux petits points positifs à tout ça, à ce MagSafe, c'est premièrement que ça libère justement des ports connectiques, parce que sur un MacBook Air M1, si on veut le charger, on utilise un des deux ports, il en reste donc plus que un pour justement brancher tout et n'importe quoi dessus. Là où sur le MacBook Air M2, si on charge son Mac en MagSafe, on a les deux ports de disponibles, vachement plus pratique, vachement plus polyvalent, quand on veut pourquoi pas connecter un disque dur externe, un port de carte SD, ou pourquoi pas même son iPhone. Et l'autre point, c'est que le MagSafe est compatible en charge rapide, donc vous allez pouvoir charger votre Mac jusqu'en 67 watts, donc ça c'est quand même vachement pratique. Et également dans la boîte, les chargeurs sont un peu différents. Pour le MacBook Air M1, on aura un chargeur classique de 30 watts avec une seule entrée USB-C. Pour le MacBook Air M2 en entrée gamme, on aura pareil, simplement vous avez la possibilité, en payant une option de 20 € supplémentaires, de prendre le double chargeur de 35 watts qui vous permettra justement d'avoir deux sorties USB-C pour charger deux produits à la fois, ou alors pour 20 € également supplémentaires, vous pouvez avoir ce fameux chargeur rapide 67 watts qui est quand même vachement pratique, qui peut charger votre MacBook Air mais également d'autres produits Apple en beaucoup plus rapidement. Option qui n'est donc pas disponible sur le MacBook Air M1. Sachez quand même toutefois que oui, il sera possible de charger son MacBook Air M2 en USB-C si vous n'avez pas envie de prendre votre câble MagSafe à tout va. Ne vous inquiétez pas, c'est possible. Et quand on ouvre donc les deux machines, on voit une première différence, oui, c'est la taille d'écran. 13,3 pouces pour le MacBook Air M1, 13,6 pouces pour le MacBook Air M2. Alors peut-être que vous ne l'avez pas discerné comme ça à l'œil nu, mais oui, le MacBook Air M2 est un peu plus grand, dû bien entendu, vous le voyez, à ses bordures arrondies juste en haut et la présence de cette encoche. Encoche qui de vous à moi ne sert pas à grand chose, on l'a vu et revu dans plusieurs de mes vidéos. Encoche qui permet d'avoir à l'inverse du MacBook Air M1 une caméra d'une meilleure qualité, 1080p pour le MacBook Air M2, 720p pour le MacBook Air M1. Et cette encoche donc qui ne sert pas à grand chose également, puisque quand on est en plein écran dans une application style mail,
Safari ou même des applications de travail comme Final Cut ou Logic Pro, eh bien on n'a vraiment pas de différence d'affichage à l'écran entre un MacBook Air M1 et un MacBook Air M2 malgré les 0,3 pouces d'écart. La seule différence que l'on pourra voir, c'est justement à côté de l'encoche, quand on va survoler avec la souris, eh bien on va voir les menus, la barre des menus qui va s'afficher là où justement elle est toujours affichée sur le MacBook Air M1. En fait, le MacBook Air M2 va cacher cette barre des menus pour l'englober dans cette encoche qui donc ne sera pas visible quand vous serez en plein écran. Le seul endroit où vous allez pouvoir voir cette encoche, c'est justement sur le bureau, comme ici. Encoche visible donc sur le MacBook Air M2 qui offre encore plus d'écran avec ce côté arrondi qui est très joli en haut à droite et en haut à gauche, là où le MacBook Air M1 a un écran, on le voit avec plus de bordure et pas cette encoche. Ça n'apporte pas grand chose et que les 0,3 pouces d'écran sont pas vraiment très exploités. Mais en soi, les MacBook Air ont la même largeur, il est juste un tout petit peu plus haut de quelques millimètres le MacBook Air M2, donc côté encombrement, c'est vraiment la même chose. À vous de voir si vous êtes plus team encoche ou pas. Côté clavier aussi, ça change un peu, mais pas beaucoup. On a toujours ce Magic Keyboard de disponible, qui est une très bonne course, qui est très rapide, qui fonctionne vraiment bien. Moi, je suis un grand fan de ce Magic Keyboard. Simplement, les touches seront un peu plus grosses sur le MacBook Air M2 comparé au MacBook Air M1, surtout pour le coup sur la barre des fonctions, où justement les touches seront de la même taille que les autres sur le MacBook Air M2, là où sur le MacBook Air M1, elles sont beaucoup plus petites. Et on aura une touche différente, c'est celle justement du Touch ID, qui sont pour le coup les mêmes des deux côtés des machines. Par contre, elle sera vulgairement mise sur le MacBook Air M1, là où elle sera beaucoup plus joliment intégrée dans le MacBook Air M2 dans une touche de la même taille que les autres touches. Mais en soi, ça fonctionne de la même façon. Et le trackpad aussi, pour le coup, ne changera pas du tout, c'est la même taille, ça fonctionne extrêmement bien. C'est toujours la couleur du Mac en question, or d'un côté, minuit de l'autre. Un trackpad Force Touch, cliquable de partout, multi-touch et avec un très bon glissé. Là, pour le coup, j'ai jamais vu un trackpad aussi bon, je trouve, sur un PC. Côté autonomie, Apple annonce donc 18 heures des deux côtés. Pas de changement drastique de ce côté-là, et vous le savez, moi, depuis 2020, j'ai utilisé de nombreuses fois et pendant de nombreux mois ce MacBook Air M1 en ordinateur personnel, professionnel de tous les jours. La batterie était excellente, elle l'est toujours aujourd'hui. M1 a vraiment amené quelque chose de magnifique dans les Macs, c'est une batterie vraiment digne de ce nom. M2, c'est tout pareil, parce que ça ne change pas beaucoup, dû justement au fait que la puce M2 en soi ne change pas drastiquement comparé à la puce M1. Donc attendez-vous à avoir une vraie bonne batterie, pouvoir tenir une vraie bonne journée d'utilisation et même peut-être partir de chez vous le matin sans votre chargeur, avec votre Mac à 100% et rentrer chez vous le soir avec sûrement votre Mac encore peut-être à 50%, parce que oui, vous pouvez le laisser allumer toute la journée, le mettre en veille, il s'allumera automatiquement et surtout instantanément, et ça c'est vachement pratique. Donc oui, un MacBook Air aujourd'hui a une batterie qui est vraiment bonne pour le coup, et vous allez vraiment pouvoir vous amuser avec tout au long de votre journée au grand minimum. Que vous fassiez des tâches assez classiques, des mails de l'internet ou du traitement de texte, ou des tâches un peu plus gourmandes comme des montages vidéo, des retouches photos, du code ou de la création musicale, les deux Macs fonctionnent très bien et ont une très bonne batterie. Et c'est un exemple que je donne souvent dans toutes mes vidéos de test un peu de ces machines portables de chez Apple, c'est qu'il m'arrive souvent bien entendu de faire des montages vidéo sur ces machines, montage vidéo que je fais sur batterie, où je fais de l'importation, je fais des rendus, je mets des effets, je mets du texte, je fais de l'export, bref, il y a beaucoup de choses qui sont demandées à des machines comme celle-ci, le tout sur batterie. Et le gros avantage, c'est que oui, la batterie tient extrêmement bien de A à Z, je n'ai pas besoin de recharger le Mac pendant que je fais tout ça, et il me reste encore de la batterie une fois que j'ai terminé pour faire une miniature, uploader la vidéo, bref, ça c'est vraiment hyper important je trouve d'avoir une machine où on sait que on va pouvoir faire de la création sans nécessairement avoir une prise de courant à côté. Exactement ce qui se passe des deux côtés, M2 ou M1, c'est pareil. Et surtout, le gros avantage des puces M1 et également M2, c'est que vous allez avoir la même puissance que vous soyez connecté au secteur en étant branché ou sur batterie. Ça c'est pareil, c'est un énorme point positif. Et justement, venons-en à ces fameuses puissances. M1 versus M2. Qu'est-ce qui change? Est-ce qu'il y a des vraies différences d'ailleurs? Je vais tout vous dire. Alors oui et non, il y a des changements. J'avoue, je me mouille pas trop, mais je vais tout vous expliquer. Donc il faut savoir que quand Apple a passé ses Mac en puce maison, Apple M1 fin 2020, ça a vraiment ridiculisé et mis un gap monumental entre les Mac d'avant qui étaient sous Intel et les Mac qui avaient des puces M1. Ça a donc apporté l'allumage instantané, une batterie excellente, la puissance démesurée, pas de chauffe, pas de bruit et surtout un apprentissage neuronal hyper déployé et développé qui font qu'aujourd'hui un MacBook Air il en apprend tous les jours, que ce soit avec une puce M1 ou une puce M2, avec vos photos, avec vos vidéos, avec vos habitudes, et ça quand même ça n'a pas de prix. Bref, en soi c'est plein de choses que les Mac sous Intel n'avaient pas ou ne faisaient que très peu et souvent mal. Là pour le coup vous allez pouvoir tout faire avec et c'est vraiment hyper important. Apple du coup en sortant sa puce M2 on était en mesure de se demander mais qu'est-ce qu'ils allaient rajouter à tout ça? Est-ce que c'est une vraie révolution ou pas? Sachant que M1 était oui pour le coup une vraie révolution. Eh bien non, Apple n'a pas révolutionné le monde avec sa puce M2. Et en soi c'est un peu normal, pourquoi? Parce que déjà à quoi bon re-révolutionner le monde sachant qu'ils l'ont déjà fait il y a 2 ans et que ça fonctionne encore extrêmement bien aujourd'hui. Mais surtout qu'entre temps Apple a sorti une puce M1 Pro, M1 Max et M1 Ultra qui sont des variantes beaucoup plus puissantes de M1
Donc en sortant une puce M2, qui est donc le successeur de M1, il fallait qu'il fasse quelque chose qui soit beaucoup moins puissant que M1 Pro, parce que les prix sont différents. Donc en soi, Apple n'a pas pu mettre les petits plats dans les grands pour M2, c'est juste une petite mise à jour, un petit upgrade avec quelques petites nouveautés par-ci par-là de M1, mais ça reste hyper identique et similaire. L'entrée de gamme aujourd'hui de M1 est composée de 8 cœurs de CPU, 7 cœurs de GPU, 8 Go de RAM et 16 cœurs de processeur neuronal. Là où M2 pour le coup est composé de base de 8 cœurs de CPU, 8 cœurs de GPU, 8 Go de RAM et 16 cœurs également de processeur neuronal. Donc oui, en soi sur le papier, c'est pas compliqué de le voir, M2 est plus puissant que M1. Et en réalité, ça donne quoi? Et bien encore une fois, comme je dis à chaque fois, tout dépend de ce que vous allez vouloir faire avec votre Mac. Si vous avez besoin d'un Mac pour faire du traitement de texte, de l'internet, des photos par-ci par-là, naviguer dans je ne sais quelle application qui ne demande pas beaucoup de ressources graphiques, un MacBook Air M1 est largement suffisant parce que vous allez vraiment pouvoir faire tout ce que vous souhaitez avec. Et même si vous avez besoin de faire des montages vidéo en HD, en Full HD, même en 4K, ça marchera extrêmement bien. J'en suis la preuve vivante, j'ai utilisé ce Mac pendant des mois pour faire mes vidéos sur cette chaîne YouTube et ça ne m'a pas vraiment dérangé. Oui, je pouvais pas mettre autant d'effets que je mets aujourd'hui avec des Macs plus puissants. Oui, ça met un peu plus de temps que des Macs plus puissants, mais par contre pour un usage un peu classique, ça marchera vraiment bien. Donc vous êtes youtubeur, vous voulez un Mac ultra portable, polyvalent, complet, puissant, le M1 peut encore aujourd'hui faire largement le job. Par contre à côté, si vous avez besoin d'encore plus de puissance pour des parties graphiques, vous êtes architecte, vous êtes dans le code, vous êtes dans le montage vidéo, dans la retouche photo, dans la création musicale, ça va demander beaucoup de ressources graphiques, donc le GPU, là où le reste c'est le CPU, et donc le GPU sera beaucoup plus déployé sur un MacBook Air M2 avec 8 cœurs un minimum jusqu'à 10 cœurs. Ça c'est quand même vachement plus intéressant. Donc si vous voulez un Mac très polyvalent pour faire du plus selon les moments, pensez au M2. Si vous voulez un Mac polyvalent pour faire de temps en temps des petites tâches un peu plus gourmandes, le M1 peut encore une fois suffire aujourd'hui. D'ailleurs, justement, le M2 propose un nouveau moteur média qui, lui, pour le coup, prend en compte les fichiers ProRes 4K et 8K, dont vous avez la possibilité de les filmer avec vos propres iPhones un peu plus récents, donc de filmer en ProRes 4K. C'est un fichier vidéo qui est très lourd, très complet, qui permet de faire des vraies retouches après coup. Aujourd'hui, le commandé mortel, et moi compris, ne filmons pas en ProRes, donc honnêtement, est-ce que c'est nécessaire d'acheter un MacBook Air M2 pour lire du ProRes? Je ne suis pas sûr. Le MacBook Air aujourd'hui permet de lire de la 4K largement, et ça, c'est quand même un très bon début. En soi, oui, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses avec ce MacBook Air M1, des montages vidéo, des retouches photos, tout ça, mais dans une moindre limite. Et en soi, c'est normal puisque la puissance est un tout petit peu plus réduite qu'un MacBook Air M2. Donc voilà ce que je pouvais vous raconter concernant ces deux MacBook Air, M2 d'un côté, M1 de l'autre. 1199 € pour le M1, 1499 € pour le M2. Même si aujourd'hui, pour les 300 € d'écart, je ne peux que vous conseiller le MacBook Air M2 parce qu'il est tout récent, il vient de sortir, il a le nouveau design, le port MagSafe, ce nouvel écran un peu plus lumineux et cette petite encoche, et donc le nouveau processeur M2. Loin de moi l'idée de dire que M1 aujourd'hui est has-been, loin de là, même si ça va faire 2 ans que cette puce est sortie, c'est un Mac qui fonctionne extrêmement bien aujourd'hui et Apple vend encore des produits sous M1, que ce soit un Mac mini, un iMac 24 pouces ou encore ce MacBook Air. Donc ne vous dites pas qu'M1 est dépassé, c'est vraiment du côté design où ça va un peu changer votre avis et vos choix, ou également sur la puissance, plus de côté graphique M2, de la polyvalence classique, un M1 suffira largement. Et d'ailleurs en ce moment il y a le Back to School chez Apple où vous pouvez avoir des réductions sur ces Macs, vous avez justement un lien en description si vous êtes intéressé. De toute façon, si vous avez la moindre question, les commentaires sont juste là en dessous de la vidéo. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, passez tous un très bel été, et puis nous on se dit à très bientôt, prenez soin de vous, à très vite, bye bye.